évidemment, je pourrais commencer comme le font souvent les youtubeurs, en disant que c'est un épisode aujourd'hui un petit peu particulier, mais je vais partir du principe que vous n'êtes pas des idiots, que vous avez vu dans le titre qu'il s'agissait d'un hors-série, et peut-être je vais commencer plus tôt, même si ça peut vous paraître un peu abrupt, par expliquer pourquoi un hors-série alors que finalement il n'y a eu que 2 épisodes pour le moment de cette émission. D'abord parce que cet épisode hors-série va être lié à l'actu. Il y a un élément dans l'actualité qu'on va traiter, alors que normalement les épisodes, on va dire classiques, comme les 2 premiers qu'on a déjà eus, peuvent avoir un lien avec un certain contexte. Là c'était le cas par rapport à l'année 2019 pour Spider-Man, mais en termes de contenu, notamment théorique, on n'est pas sur quelque chose de limité ou de circonscrit dans le temps. En d'autres termes, il n'y a pas de lien particulier avec l'actualité, alors que dans le hors-série, on est vraiment centré là-dessus, même si on va se repositionner un peu plus sur le long terme. Il y a un deuxième point qui explique que ce soit un hors-série, c'est qu'en fait j'ai simplement quelques notes. Je n'ai pas entièrement écrit le contenu de l'émission, alors que pour les autres épisodes, c'est quelque chose qui est entièrement rédigé. En particulier, il n'y aura pas d'apport universitaire ou théorique, avec notamment des citations d'ouvrages, ce que par contre, c'est un point sur lequel je préfère insister. Les apports théoriques, les citations, c'est ce qu'on va avoir systématiquement dans les autres émissions. Alors la question c'est du coup, pourquoi faire un hors-série aujourd'hui ? Alors c'est lié à un autre youtubeur qui s'appelle Michael J, ou MJ maintenant simplement, de la chaîne Fermez-la, qui a consacré, alors au départ c'était 2 épisodes et puis finalement il les a fusionnés, il n'y en a plus qu'un seul, donc un numéro de son émission Fermez-la a été consacré au personnage de Captain Marvel. Et comme c'est sorti récemment, là il y a juste quelques jours, en tout cas pour la version complète, où il y a les 2 épisodes en un seul, on est bien dans l'actualité. Alors autant le premier qui était sorti il y a quelques semaines était uniquement centré sur l'adaptation cinématographique, autant le second, et donc la version complète maintenant, évoque aussi, et même beaucoup, les comics, avec notamment l'intervention d'un autre youtubeur du nom de Marvel. Donc du coup, le contenu, forcément, nous intéresse, si on s'intéresse du coup aux comic books, en particulier aux comic books de super-héros. Quelques mois en arrière, on avait fait déjà un podcast avec le professeur Machax sur cette chaîne. C'était le premier épisode d'une émission, le numéro 1 d'une émission qui s'appelle Professeur Dramax, qui s'interroge sur YouTube, sur ses pratiques, alors évidemment sur ses dramas, mais au-delà des dramas, sur la manière dont on argumente sur YouTube. Ce premier numéro était consacré justement à MJ et à son émission Fermez-la. On disait dedans que globalement, on pouvait être d'accord avec beaucoup de ses idées, mais pas avec sa manière de les défendre, ni avec sa façon d'argumenter, qu'on trouvait un peu trop moralisatrice, et donc au final contre-productive. On avait eu un commentaire qui finalement a été retiré, nous disant qu'en fait, vu qu'on insistait sur ce qui n'allait pas, c'est qu'on ne voulait pas vraiment le défendre. Alors en fait, si on défend le contenu de ses idées, c'est vraiment juste qu'on trouve que la manière de l'amener n'est pas la bonne. Alors finalement, comme ce commentaire a été retiré, on aurait bien voulu lui répondre. S'il y en a parmi vous qui ont déjà lu un petit peu les sections commentaires, on essaie d'être les plus cordiaux possible et répondre de manière détaillée, sauf que ça prend un petit peu de temps et dans l'intervalle, on n'a pas eu le temps de répondre. Du coup, non seulement ici, je vais réagir sur ce qui a été dit concernant Captain Marvel, apporter des précisions, peut-être amender certains points, essayer de voir si on peut aller plus loin, mais ça va être aussi une façon de répondre aux commentaires et illustrer ce qu'on voulait dire, c'est-à-dire que on défend le contenu des idées, il y a peut-être des fois des points de démarche qui sont perfectibles. Alors justement, en plus, ce qui est intéressant, c'est que là, par rapport à ce qui a été dit dans cette vidéo sur les comics Captain Marvel, non seulement je suis d'accord avec l'idée générale, mais je suis aussi d'accord en partie avec une partie de la manière dont c'est défendu et de l'argumentation, mais pas la totalité. Et justement, il y a quelques points qui posent problème sur lesquels il va falloir revenir parce qu'il y a en fait beaucoup de choses qui se jouent derrière des points qui pourraient paraître du détail. En gros, l'idée générale qui est développée dans cette vidéo, c'est que le film Captain Marvel s'est fait pourrir, mais il s'est fait pourrir pour de mauvaises raisons. Il s'est fait pourrir parce qu'on lui a reproché d'être un film féministe ou progressiste. Alors, en réalité, c'est pas le cas. Il y a simplement une héroïne, et en plus, il n'est pas vraiment particulièrement progressiste parce qu'il y a un sous-entendu pro-militaire dedans. Et en même temps, Michael J voulait montrer qu'on bâchait le personnage de Carol Danvers, l'héroïne, mais aussi Brie Larson, c'est-à-dire l'actrice qui la joue, et là aussi pour de mauvaises raisons. Et du coup, la raison pour laquelle il y avait eu le youtubeur Marvel qui était intervenu dans la vidéo, c'était pour expliquer que la firme, alors là je parle de l'entreprise Marvel cette fois, pas du youtubeur, cette entreprise a toujours défendu les minorités en essayant de contourner la Comic Code Authority. Et ça, on en a déjà parlé, si vous avez vu les 2 précédents épisodes
épisode de Science surhumaine, c'est quelque chose que nous avons évoqué. En gros, Marvel et Stan Lee en particulier ont toujours eu des idées progressistes et c'est idiot de les taxer maintenant de SJW, c'est-à-dire Social Justice Warrior, parce que on cherche chez Marvel maintenant à mettre une femme en avant. Et donc l'idée sous-entendue par Michael J, c'est qu'un vrai fan de comics le saurait et ne serait pas choqué par cette démarche. Alors là, avec cet élément-là, je suis entièrement d'accord. Quand on connaît en tout cas au moins l'histoire de Marvel, ce n'est pas choquant de voir une femme particulièrement mise en avant. Mais la démarche, pour autant, ne me paraît pas aller jusqu'au bout. Parce que par rapport à deux éléments que j'ai évoqués juste avant, à savoir le côté propagande militaire du film, mais en même temps l'évolution du personnage dans les comics, il y a un lien qu'on peut établir entre les deux. Et ça, justement, MJ ne le fait pas dans cette vidéo. Et son acolyte Marvel non plus. Du coup, c'est ce que je propose de voir maintenant. Est-ce que l'évolution, notamment très récente du personnage de Captain Marvel, n'est pas finalement une remise en cause de certaines valeurs qui sont traditionnellement associées à l'entreprise Marvel? Et du coup, on utilisera ici de l'histoire et de la philosophie politique en particulier pour répondre à cette question. Et vous me voyez venir, forcément, il s'agit de sciences humaines. Mais comme on parlera ici d'une super-héroïne, je vous propose d'adapter notre vocabulaire. Bienvenue dans le premier hors-série de Sciences surhumaines. Alors là, d'emblée, on ne s'attaque pas à une question très facile ici, car non seulement on a parlé d'un YouTuber qui s'appelle Marvel, d'une entreprise qui s'appelle Marvel aussi, et d'un personnage, Captain Marvel, et en fait, ils ont tous le même nom. Et non seulement ils ont le même nom, mais en plus, il s'avère qu'il y a plusieurs personnages qui ont porté ce nom, non seulement dans l'entreprise Marvel, mais aussi chez certains de leurs concurrents. Alors, ça commence véritablement chez l'éditeur Fawcett Publication, dans le numéro 2 d'un mensuel qui s'appelait, parce qu'il est terminé maintenant, Wiz Comics, en février 1940. Le personnage, qui avait ce nom de Captain Marvel, en fait, il s'agissait d'un enfant, Billy Batson, qui, en prononçant le nom d'un sorcier, Shazam, se transformait en super-héros adulte avec des pouvoirs particuliers, comme par exemple la sagesse de Salomon, la force d'Hercule, la vitesse de Mercure, etc., etc. En fait, chacune des lettres correspondant à un héros ou à un dieu issu de culture gréco-latine et de la religion judéo-chrétienne également. Et alors, vous avez peut-être fait le rapprochement, effectivement, le nom du sorcier Shazam, oui, en fait, ça correspond au personnage du film Shazam. Donc la même année sont sortis le film Shazam avec un personnage qui a été le premier à avoir le nom de Captain Marvel dans les comics, et Captain Marvel, le film, est sorti en même temps. Alors ce personnage de ce premier Captain Marvel ou Shazam a été créé par un scénariste du nom de C.C. Beck et un dessinateur du nom de Bill Parker. Mais en fait, c'était au départ une œuvre de commande, c'est pas leur invention. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1939, Wilford Fawcett, qui était un éditeur, il éditait une revue appelée Captain Billy's Whiz Bang, et il décide d'abandonner l'édition des revues pour passer à l'édition des comic books. En fait, il le fait parce qu'il a constaté dès 1939 le succès du comic book Spider-Man sorti quelques mois avant. Alors du coup, vous comprenez pourquoi le héros s'appelle Billy Batson, pourquoi on a le nom Captain chez le héros, parce qu'au départ il y avait Captain Billy dans le magazine, et vous comprenez aussi pourquoi ça s'appelle Wiz Comics pour la revue, oui, vu que c'était le nom du magazine avant était Captain Billy's Whiz Bang. Donc en fait, il y a une certaine logique là-dedans. Donc à la base, Fawcett avait dans l'idée de prendre 6 héros différents, avec chacun des pouvoirs particuliers, et qu'ils avaient la capacité de fusionner en un seul et même personnage, qui se serait appelé Captain Thunder. Donc finalement, l'idée, elle est adaptée, le Thunder est conservé dans le design du personnage, puisqu'il a un éclair en fait comme symbole sur le torse, mais le nom est finalement changé, parce que l'idée c'est vraiment de se rapprocher le plus possible de Superman. Donc Superman, littéralement, c'est l'homme super, donc il s'agit d'utiliser un adjectif qualificatif plutôt qu'un nom comme Thunder, et si possible quelque chose qui a une fonction superlative et qui évoque le merveilleux. Or, le merveilleux, en anglais, ça se dit Marvel, donc du coup, le personnage s'est appelé Captain Marvel.
Clairement, en fait, le personnage, on le voit dans le choix du nom, est une copie de Superman. La couverture, en fait, de sa toute première apparition, dans ce fameux numéro 2 de Wiz Comics, imite en fait l'apparition de Superman dans le numéro 1 du comics Action Comics. Dans celui-là, Superman soulevait une voiture pour arrêter les malfrats, les faire tomber de la voiture. Dans le numéro 2 de Wiz Comics, première apparition de Captain Marvel, on le voit en fait soulever une voiture aussi, mais pour la jeter contre un mur, pour arrêter là aussi les malfrats. Donc on est vraiment sur quelque chose avec un parallèle très important. Le problème, c'est qu'en fait, c'est clairement un plagiat. Ça ne dérangerait pas en soi, enfin ça dérangerait un petit peu DC Comics, mais finalement, des super-héros qui plagient Superman dans les années 40, on en a énormément. Le problème, c'est qu'en fait, concernant Captain Marvel, c'est qu'il marche beaucoup trop bien. C'est-à-dire que, à peine un an après la création du personnage, il y a un comic book publié par Fawcett qui lui est dédié, qui a son nom, donc c'est le comic book Captain Marvel. Et en fait, il a tellement de succès qu'en 1944, le comic book Captain Marvel Adventures parvient à établir un record qui, encore aujourd'hui, est inégalé. C'est un record de vente sur une année, avec plus de 14 millions d'unités vendues donc de ce comic book sur une année. Et évidemment, DC n'est pas très content qu'une copie fasse mieux que l'original, et ils intentent du coup un procès pour plagiat, alors qu'il existe, je vous dis, à la même époque, plein d'autres copies. Le procès est très long parce qu'il y a des rebondissements, il y a quand même 9 ans de lutte juridique, et finalement, après 9 ans de lutte juridique, Fawcett, qui a dépensé trop d'argent là-dedans, jette l'éponge, il abandonne la publication des aventures de Captain Marvel, et donc le personnage, à partir de ce moment-là, n'est plus utilisé. Et même d'ailleurs, quelques années après, la maison d'édition finit par déposer le bilan. Et ce qui est assez amusant, c'est que quelques années plus tard, alors que la maison a déposé le bilan, le catalogue peut être racheté, catalogue de personnages de Fawcett Publications, et DC choisit de racheter ce catalogue en 1972. Ce qui fait qu'en fait, ce personnage de Captain Marvel, qui a été interdit par DC, finalement, en 1972, rentre dans le giron de DC Comics et devient un personnage de DC Comics. Donc c'est pour ça que la version qui est sortie au cinéma de Shazam était produite par Warner Bros. Et donc par DC Comics. Pour autant, ce n'est pas de ce Captain Marvel-là dont on parle ici, dans la vidéo de Michael J. En fait, au bout d'un certain temps, même, ce personnage a fini par perdre son titre de Captain Marvel, puisqu'il est devenu Shazam, comme je vous le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, on le connaît sous le nom de Shazam. Et la raison, c'est qu'entre-temps, il y a eu le passage de Stan Lee, la tornade Stan Lee, Stan the Man. Alors, Stan Lee, je vous le rappelle, si vous n'avez pas vu les épisodes consacrés à Spider-Man, les 2 premiers de Science Surhumaine, il a commencé par être éditeur puis scénariste chez Timely Comics, et quelques années après, Timely Comics devient Marvel Comics. Et il décide de se lancer à ce moment-là dans la réinterprétation de vieux super-héros, notamment des personnages qui existaient chez la concurrence et qui ont pu disparaître. C'est le cas par exemple du personnage de Daredevil, ou celui qu'on appelle Daredevil en français, qui au départ est un personnage apparu lui aussi en 1940 chez un autre éditeur qui s'appelle Liv Gleason Publications, et au début des années 50, ce personnage disparaît parce que Liv Gleason's Publications est obligé de mettre la clé sous la porte parce qu'on est en pleine chasse aux sorcières et on est dans le cadre de la mise en place de la Comic Code Authority, et donc les comic books de super-héros ont du mal à tenir face à cette autorité. Stan Lee, lui, a du coup créé son propre Daredevil, qui n'est pas le même personnage que celui de 1940, mais il a choisi de prendre le même nom parce qu'en fait le nom du personnage était tombé dans le domaine public. Alors c'est un peu particulier aux États-Unis. Quand un personnage n'est plus publié pendant quelques années, son nom peut tomber dans le domaine public. Il faut attendre un peu plus longtemps pour que le personnage lui-même puisse être réutilisé et tombe lui aussi dans le domaine public. Donc en fait, vous pouvez utiliser un nom et vous pouvez même le déposer. Et c'est ce qu'a fait Stan Lee, du coup. Il a déposé le nom de Daredevil et en a fait la propriété de Marvel Comics. Du coup, de la même manière, il décide de créer un personnage du nom de Captain Marvel en 1967. Alors pourquoi 1967 ? Parce que c'est le moment où le nom tombe là aussi dans le domaine public. Le personnage de Captain Marvel, de Fawcett Comics, lui n'est pas tombé encore dans le domaine public, mais son nom peut devenir la propriété de Marvel, et donc c'est ce que font Stan Lee et les autres éditeurs de Marvel. Ils décident de racheter ce nom parce que forcément, vous avez un personnage qui s'appelle Captain Marvel pour une entreprise qui s'appelle elle-même Marvel. C'est un enjeu très important. Il faut que le nom de la firme reste dans le giron de la firme pour éviter qu'un concurrent ne le reprenne. Et en fait, ils ont eu raison de le faire puisque, comme on l'a vu, 5 ans plus tard,
tard, DC Comics récupère les droits du personnage de Fawcett dans Captain Marvel, et à ce moment-là, comme Marvel Comics a racheté les droits du nom, du titre, ils n'ont plus le droit de l'appeler comme ça. Et donc c'est pour ça que le titre du comics devient à ce moment-là Shazam, et que par la suite, le personnage change de nom pour s'appeler lui-même Shazam. C'est uniquement des questions de droit. Alors, ça prouve en fait surtout un élément, c'est que Stan Lee, au départ, n'avait pas prévu de véritable plan pour ce personnage de Captain Marvel. Ce qui l'intéressait, lui, c'était le nom. Et donc, il fait comme il a fait avec d'autres reprises auparavant, c'est-à-dire qu'il reprend des éléments qui sont assez proches de ceux du personnage de Fawcett en termes de pouvoir, mais en même temps, il essaie de créer des différences physiques pour rendre son propre personnage, sa propre version, très identifiable. Le personnage de Fawcett était brun, du coup, le Captain Marvel de Marvel Comics de Stan Lee devient blond. Au lieu d'avoir des pouvoirs magiques, ses pouvoirs sont basés sur la technologie, parce que c'est un extraterrestre, plutôt que ses pouvoirs ne lui viennent de divinité. Et enfin, le Captain Marvel de Fawcett avait un éclair et la foudre comme symbole. Celui de Marvel Comics est associé à la lumière, et on voit une énorme étoile comme symbole sur son costume. Et à partir de ça, comme c'est souvent le cas chez Marvel à l'époque, eh bien en fait c'est le dessinateur qui s'appelait Gene Colan qui va improviser. C'est-à-dire qu'en fait il y a ce qu'on appelle le Marvel Way dans la manière d'écrire dans les années 60 et qui est resté pendant très longtemps, qui a marqué une différence très importante notamment dans la façon d'écrire entre la manière dont on écrit les comics chez DC et la manière dont on écrit les comics chez Marvel. En fait Stan Lee se contentait de donner des grandes lignes de synopsis. Ensuite c'était les dessinateurs qui improvisaient et à la fin Stan Lee essayait de donner un sens, parce que des fois les dessinateurs pouvaient s'éloigner un petit peu du synopsis, il arrivait à le faire re-rentrer dans le rang en rajoutant des dialogues sur les dessins à la fin. Donc ça c'était la manière d'écrire de Marvel. Et donc en fait c'est Gene Colan qui a posé quelques éléments qui ont caractérisé finalement le personnage de Captain Marvel. À cette spécificité d'écriture, il faut ajouter que l'entreprise Marvel a aussi des spécificités d'ordre, on va dire, social ou politique. C'est des éléments qu'on a là aussi expliqués dans les 2 podcasts précédents consacrés à Spider-Man, notamment à Miles Morales. Et c'est des points justement, c'est en cela que je vous dis que je vais dans le sens de MJ. Dans la vidéo de MJ et dans les explications données par son collègue youtubeur Marvel, c'est des points que l'on retrouve. En fait, c'est un petit rappel, Stan Lee voulait des super-héros à problème. Son objectif, c'était de marquer une différence très importante par rapport à DC. On avait des personnages qui étaient quasiment monolithiques et presque parfaits. Donc lui, il veut des super-héros qui ont des problèmes pour pouvoir contrebalancer leur trop grand pouvoir et faire de ces personnages des personnages finalement plus proches de leurs lecteurs. De la même manière, pour les rendre aussi plus proches des lecteurs, il n'hésite pas à évoquer indirectement des phénomènes sociaux ou politiques qui sont contemporains, parce que ce sont des questions que se posent les lecteurs à ce moment-là, et donc il essaie de se rapprocher de leurs interrogations. Évidemment, il y a le problème avec la Comic Code Authority qui contrôle tout ça, c'est pour ça qu'on essaie d'évoquer indirectement, par exemple, ça c'est quelque chose qui est rappelé par le youtubeur Marvel dans les vidéos de Michael J, les X-Men, évoquer les questions de minorités, notamment minorité ethnique par rapport aux Noirs, alors que les X-Men sont blancs. Mais en fait, on retrouvait chez Charles Xavier la vision de la défense des droits proposée par Martin Luther King, et à l'opposé, Magneto a rappelé plutôt le point de vue de Malcolm X. Du coup, vu qu'on a un personnage avec Marvel qu'on a peu anticipé, comment faire ? Eh bien, il y a des discussions qui s'établissent entre Stan Lee et Gene Colan pour arriver à caractériser ce personnage. Et en fait, c'est dans son visuel qu'on va comprendre les choix et les orientations politiques du personnage. En gros, au début, première fois que le personnage apparaît, il a une tenue verte et blanche avec une sorte de aume, une sorte de casque sur la tête, arborant une crête. Et alors ça s'inspire des casques corinthiens. Alors les casques corinthiens, ce sont les casques des fantassins grecs, vous savez, les soldats à pied, ceux qu'on appelait les hoplites. C'était des casques en bronze, c'est ce que vous voyez par exemple dans le film 300. Ici, le fait de le faire de couleur verte, ça évoque notamment le bronze, qui est un métal qui tire plutôt vers le vert. Pour Colan, ici, l'inspiration, clairement, ça vient de Sparte, qui est associé à un aspect militaire, à l'armée. Mais du coup, le vert, c'est non seulement la couleur du bronze, mais c'est aussi la couleur des tenues militaires, notamment les tenues de camouflage. Et à partir de là, quand Colan a montré que ce personnage, il avait de prime abord un aspect très guerrier, très militaire, Stan Lee a écrit à partir de ça. Parce que par la suite, le personnage change assez rapidement, dès le premier épisode, de costume. Et c'est ça qu'on va analyser, et Stan Lee va donner du sens à ces éléments-là.
Alors en fait, le personnage est un espion extraterrestre d'une race qui s'appelle les Kree. Il est chargé de surveiller les humains pour ensuite mener une guerre de conquête. Et ça, c'est raccord du coup, non seulement avec le home, mais avec la couleur. On a des guerriers qui veulent conquérir. Mais lorsque les Kree envoient un robot destructeur appelé Sentinelle pour commencer à s'en prendre aux humains, ce personnage, espion, qui s'appelle Mar-Vell, en 2 mots avec un trait d'union, en fait c'est M-A-R-V-E-2-L, c'est son nom. Mar-Vell décide d'intervenir et d'arrêter la Sentinelle, parce qu'il s'est pris d'affection pour les humains. Son supérieur hiérarchique, Yon-Rogg, lui reproche en fait ce mouvement de sédition, c'est-à-dire le fait de ne pas avoir obéi et même de s'être retourné contre les Kree. En fait, Yon-Rogg l'a fait exprès parce qu'il est amoureux de la même femme que Mar-Vell, une femme qui s'appelle Una, qui est donc une Kree, et il est jaloux de leur relation. Du coup, il espère ainsi éliminer Mar-Vell de l'équation. Sauf que, au final, au lieu d'éliminer Mar-Vell, ça se solde par le décès d'Una, et du coup, Mar-Vell se retourne définitivement contre sa propre race, parce qu'il se rend compte que derrière leur volonté de conquête, il y a souvent d'autres choses qui se jouent, et il se dit que la conquête, finalement, ce n'est qu'une forme extériorisée, en termes de politique, de mauvais comportements et de mauvaises émotions intérieures, comme le prouve en fait le personnage de Yon-Rogg. Et à partir de ce moment-là, il essaie de protéger secrètement la Terre contre les Kree. Alors les Kree, c'est une civilisation de guerriers, ça on l'a compris, de conquérants. Ils sont à la tête d'un empire, l'Empire Kree, qui est dirigé par un être suprême artificiel appelé justement Intelligence Suprême. Et alors pourquoi intelligence? Parce que du coup, il tire sa légitimité de ses compétences stratégiques. Donc de ce point de vue, encore, on retrouve un parallèle avec Sparte, puisque à Sparte, il existait un système d'aristocratie avec un choix qui était fait parmi les aristocrates de 2 rois, dont un parmi les 2 était désigné pour ses compétences militaires. On peut aussi rajouter en termes de symbolique que la planète d'origine des Kree, la planète qui sert de capitale à l'Empire, elle se nomme Hala, H-A-L-A, soit en fait une contraction de Valhalla, juste la fin du nom. Or, Valhalla, c'était le lieu dans l'au-delà, dans la mythologie scandinave, où se rassemblaient les héros les plus valeureux qui étaient morts au combat. Donc on a vraiment ici toute cette logique guerrière, militaire, martiale, qui est mise en avant pour représenter les Kree. Et en s'opposant à ce modèle, Captain Mar-Vell se présente finalement comme ce qu'on appelle un objecteur de conscience. Qu'est-ce que c'est un objecteur de conscience? C'est quelqu'un qui s'oppose à l'armée et aux décisions de l'armée, qui refuse de s'engager notamment dans l'armée, qui ne soutient pas en fait les prises de position de son propre pays. Au moment où sort ce comic book, en 1967, on est en pleine guerre du Vietnam. Les États-Unis ont déployé massivement leurs troupes sur place. Alors ils sont en guerre depuis plusieurs années, mais ils ont surtout envoyé massivement les troupes à partir de 1965. On était là dans une logique de rollback et de théorie des dominos d'Eisenhower. Alors je vous explique rapidement de quoi il s'agit. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, plus précisément à partir de 1947, il y a une opposition idéologique entre les États-Unis qui ont un modèle libéral et l'URSS qui ont un modèle communiste soviétique. Dans un premier temps, les États-Unis voulaient limiter l'expansion du communisme. C'est ce qu'on appelait la doctrine du containment, le fait de contenir le développement du communisme. À partir du moment où Eisenhower, qui était un ancien militaire, devient président, il cherche là carrément à faire reculer les territoires communistes et donc ils n'hésitent pas à intervenir un peu partout dans le monde parce qu'ils ont peur, notamment Eisenhower a peur que dans certaines régions du monde, si on ne fait pas reculer le communisme, si jamais un pays tombe entre leurs mains, tous les autres dans la région vont suivre. C'est exactement ce qui se passe en fait en Asie du Sud-Est avec le Vietnam. Il y a la Chine voisine qui est déjà Chine populaire, donc qui est déjà la Chine communiste, et donc ils ont peur que si le Vietnam tombe entre les mains des communistes, il y ait une expansion rapide dans toute l'Asie du Sud-Est. Et donc ça c'est ce qu'on appelle la théorie des dominos. En gros, si un pays tombe, les autres suivent comme les dominos, et donc il s'agissait de faire reculer les ennemis politiques. Alors Eisenhower n'est plus au pouvoir en 1965, mais ses successeurs ont en fait continué sa politique. Même Kennedy, qui était un démocrate alors qu'Eisenhower est un républicain, ont continué en fait sa politique, avec notamment des interventions d'envoi de troupes américaines. Mais évidemment, cet envoi de troupes ne fait pas l'unanimité chez les Américains. C'est le début, la fin des années 60, l'année 67, 68, 69, ça correspond au début des mouvements contestataires, avec par exemple les hippies. On a la même chose en parallèle, à la même époque, chez les Afro-Américains, avec notamment par exemple le boxeur Mohamed Ali, qui refuse d'être incorporé dans l'armée, justement, pendant l'année 1967. Cette année-là, donc, Mohamed Ali, qui se présente comme un objecteur de conscience, il ne veut pas intervenir au Vietnam parce qu'il considère que les Vietnamiens n'ont jamais fait preuve de racisme envers lui, alors qu'il y a des Américains blancs qui le jugent mal et font preuve de racisme. Donc il
décide d'être objecteur de conscience pour cette raison-là. Il refuse d'être incorporé dans l'armée en 67 et ça a comme conséquence qu'on est parti dans un procès qui est très long. Il a beaucoup d'ennuis judiciaires, il parvient à échapper à la prison et ça dure pendant des années, il est ruiné et puis surtout, dès l'année 67, il a des conséquences, c'est qu'il perd sa licence et il est à ce moment-là champion du monde de boxe, il perd son titre. Et donc, un peu de la même manière, le Captain Marvel version Kree est en fait mis à l'écart par l'intelligence suprême. Il est interdit de quitter le système solaire. Il y a une barrière de protection qui l'empêche de quitter le système solaire. Puis, quelques temps après, il obtient même des bracelets dorés qui augmentent ses pouvoirs, mais qui, en même temps, l'envoient dans une dimension parallèle constituée d'antimatière qu'on appelle la zone négative. Alors du coup, ces bracelets, on les appelait les négabandes ou les négabracelets. Et sur Terre, il y a un adolescent du nom de Rick Jones qui possède les mêmes bracelets et quand il les cogne l'un contre l'autre, il peut échanger sa place avec Marvel. Donc dans les situations de danger, quand la Terre a besoin d'être secourue, Rick Jones tape ses bracelets, Marvel prend sa place, Rick Jones part dans la zone négative et après la situation s'inverse à nouveau. Donc on est dans un cas qui est finalement un peu similaire à ce qui s'est passé avec Mohamed Ali, c'est-à-dire il est assigné à résidence, il a des problèmes, on lui retire certains de ses pouvoirs puisque normalement il a la possibilité, Captain Marvel, de voler, de survivre dans l'espace et d'aller au-delà des limites du système solaire, mais là il est bloqué par l'intelligence suprême. Donc en fait on a un parallèle qui est fait avec ce qui se passe avec Mohamed Ali et de manière générale avec les objecteurs de conscience aux États-Unis. C'est d'autant plus vrai quand on voit que Stan Lee prend depuis quelques années, lorsqu'il a écrit ça en 1967, la cause des Noirs. Je vous avais expliqué il y a quelques instants qu'on retrouvait ça par exemple dans les X-Men avec Malcolm X et Martin Luther King, sans parler du fait que quand même, quand vous appelez X-Men par rapport à Malcolm X, bon, vous voyez qu'il y a quand même un lien qui est fait. Il y a aussi par exemple le personnage de Black Panther, il y a le personnage de Luke Cage, bref, on a comme ça des personnages qui existent et qui défendent la cause des Noirs. Alors ce point-là est justement très bien montré dans la vidéo de Michael J. Mais en fait, un point qu'on aurait pu rajouter spécifiquement par rapport à Captain Marvel, c'est que ce côté-là, il est renforcé par le choix des couleurs du costume de Captain Marvel. En fait, ce costume, il était vert et blanc tant qu'il était dans l'armée Kree, donc le vert renvoyant au côté militaire, mais dès lors qu'en fait, il est mis à l'écart, rejeté par l'intelligence suprême, il change ses couleurs et il abandonne également le casque corinthien et il opte pour un costume rouge et noir qui est très proche de l'autre. On inverse en fait les couleurs. Alors le rouge c'est une couleur primaire, il y a deux autres couleurs primaires qui sont le bleu et le jaune. Quand on mélange le bleu et le jaune ça donne du vert, donc en fait on comprend que le rouge est opposé ici au vert, le noir est opposé au blanc. Si on choisit ces couleurs-là, c'est pas un hasard. Si vous regardez bien, le costume de Captain Marvel, un peu à la manière d'un Captain America, il peut être considéré comme une forme de représentation du drapeau américain. Captain Marvel peut être vu comme un porte-étendard du drapeau américain. Parce que quand, dans les comic books, vous faites un costume noir, il est rarement entièrement noir. C'est-à-dire qu'il y a des reflets, il peut y avoir des parties de cuir, il peut y avoir des parties de spandex, et donc il y a des reflets. Et les reflets, vous n'allez pas mettre du blanc quand vous allez le coloriser, en fait vous allez mettre du bleu. C'est le cas par exemple dans le costume de Black Panther, au départ dans les années 60 et 70. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il est noir avec des reflets bleus. Et là c'est la même chose avec Captain Marvel. C'est-à-dire que du coup, les responsables de la Comic Code Authority, quand ils voient le costume de Captain Marvel, rouge et noir, en fait eux ils le voient rouge et bleu. Surtout qu'il y a une étoile en plein milieu, comme les étoiles du drapeau américain. Et donc du coup, ils ont cette impression-là que c'est un porte-étendard. En réalité, on peut interpréter ça de manière différente, quand on a bien compris que la couleur n'est pas le bleu, vu comment c'est foncé, quand on a l'habitude de voir un petit peu la colorimétrie dans les œuvres de Marvel à l'époque, on comprend tout de suite qu'en fait c'est du noir. Les couleurs rouge et noir n'ont pas du tout le même sens que si c'était rouge et bleu et que ça renvoyait au drapeau des États-Unis. En fait, le rouge, depuis la Révolution française, c'est une couleur qui est associée, alors non seulement à la passion, au sang, mais surtout à la Révolution. Et par la suite, c'est pour ça que c'est repris par les communistes comme couleur, parce que les communistes veulent arriver au pouvoir par la Révolution, donc ils choisissent comme drapeau un drapeau rouge. Donc ici, on a une couleur qui est une couleur révolutionnaire, et le noir, c'est depuis le 19e siècle, la couleur qui a été choisie par les anarchistes. Parce que l'anarchie, par définition, c'est l'absence de pouvoir. Or, le noir, c'est censé être normalement, d'un point de vue physique, l'absence de couleur. Et donc, si vous voulez, vous avez un héros qui est en fait non pas un héros porte-étendard des États-Unis, mais au contraire un héros objecteur de conscience qui a décidé d'abandonner l'armée et qui porte des couleurs révolutionnaires et anarchistes.
Et malgré tout, et ça qui est très intéressant, c'est que grâce à ces choix qui ont été faits, le personnage arrive à passer sous les radars de la Comic Code Authority tout en faisant passer des idées finalement progressistes et séditieuses. Parce que autant on comprend que le personnage il dénonce l'interventionnisme des États-Unis au Vietnam, mais on peut l'interpréter d'une autre façon. Si on considère que ses couleurs sont celles du drapeau américain, donc que lui représente les États-Unis, vous pouvez considérer que les militaires qui envoient des espions, ce sont les communistes. Et donc en fait, la Comic Code Authority pensait que l'Empire Kree représentait le communisme. Alors qu'en fait, c'est possible, c'est une manière de l'interpréter. Mais vous voyez qu'on peut aussi l'interpréter d'une manière totalement différente. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout qu'au départ, Captain Marvel, pour Stan Lee, était un symbole non pas du militarisme, mais au contraire du pacifisme. Et donc, il était opposé justement à l'interventionnisme américain. C'était une sorte d'objet, ce Captain Marvel, contre la propagande militaire. Le seul problème, c'est qu'après une dizaine d'années de bons et loyaux services, en janvier 1982, sous la plume du dessinateur et scénariste Jim Starlin, ce Captain Marvel Kree décède d'un cancer dans un graphic novel, The Death of Captain Marvel, qui est resté en fait une sorte de classique. C'est la première fois que Marvel choisissait de faire un graphic novel, traduit en français un roman graphique, c'est-à-dire sous une forme album cartonné, beaucoup plus grand, une bien plus belle édition que les comics mensuels qui sortent en magasin. Et donc là, du coup, on a une œuvre qui a marqué son temps et surtout, c'est devenu un classique qui a marqué l'histoire de la firme. Et depuis, l'entreprise s'est toujours refusée à ressusciter le personnage. Il y a plein de personnages dans les comic books qui décèdent et qui ensuite ressuscitent. Lui fait partie des rares exceptions qui ne ressuscite jamais parce qu'il y a une sorte de sacralisation autour de ce personnage qui transparaît d'ailleurs, ne serait-ce que sur la couverture, où on voit ce Captain Marvel dans les bras de la mort dans une position qui rappelle une statue représentant la passion et la mort du Christ. Donc il y a vraiment ici la volonté de sacraliser ce personnage, surtout que c'est le premier à avoir eu ce nom-là, qui est aussi le nom de la firme. Interdiction de toucher, de ressusciter ce personnage une fois qu'il est décédé. Le problème, c'est que comme je vous l'ai expliqué, si jamais un personnage n'est plus publié, au bout de quelques années, son nom repasse entre guillemets dans le domaine public et un concurrent pourrait le racheter. Or, Stan Lee avait créé le personnage au départ dans le but d'éviter qu'un concurrent n'utilise ce nom-là. Donc en fait, il faut pouvoir créer un titre Captain Marvel avec un nouveau héros, et peu importe quel sera le héros, il faut créer un nouveau héros qui s'appelle Captain Marvel pour pouvoir continuer à entretenir le nom. Surtout que voilà, depuis 72, DC possède la version Fawcett, donc il est hors de question que le nom leur revienne. Alors là, honnêtement, il y a eu plein de personnages qui se sont enchaînés avec une très grande diversité, qui se sont succédés avec ce nom de Captain Marvel. Le premier, c'est une femme du nom de Monica Rambeau, c'est la première qui succède au Kree. Ensuite, il y a les enfants de Marvel, qui s'appellent Janice Veil et Fayla Veil. Il y a même un Kree d'un univers alternatif qui s'appelle Novar. Et enfin, la dernière en date, c'est Carol Danvers, qui est celle qui nous intéresse ici et qui est celle qui est au cinéma et qui est la nouvelle Captain Marvel depuis 2012. C'est donc la dernière en date. Pour autant, ce personnage de Carol Danvers existe en fait depuis très longtemps et elle a été très longtemps attendue par les fans. C'est en fait ce qu'essaie d'expliquer à un moment MJ dans sa vidéo et c'est là qu'on va commencer à avoir des éléments sur lesquels on va pouvoir s'interroger parce que oui, c'est vrai, le personnage existe depuis très longtemps. Elle a été d'abord, avant d'être Captain Marvel, l'héroïne Miss Marvel. Ensuite, elle s'est appelée à un moment binaire, à un moment Warbird, elle a changé de nom, de costume, etc. Donc elle a eu plein de déclinaisons. Elle existe depuis très longtemps. Et donc, dans la présentation de Michael J, il sous-entendait que les fans attendaient depuis toujours de la voir devenir le nouveau Captain Marvel. C'est pas totalement faux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent effectivement depuis très longtemps, mais on va voir qu'il y a des choses qui sont peut-être à relativiser par rapport à ça. Elle est effectivement là depuis les débuts, depuis le 2e épisode. Et ensuite, elle est présente à partir du moment où Captain Marvel a sa propre série. Au départ, il apparaît dans un comic book qui ne porte pas son nom. Puis ensuite, lorsque il passe sur sa propre série en 1968, elle est là dès le premier numéro. C'était un personnage secondaire de la série Captain Marvel, une humaine, qui au départ n'avait pas de pouvoir. Elle était un peu en arrière-plan. Elle est là en tant qu'agent de sécurité sur la base militaire de Cap Canaveral. Et en fait, au départ, c'est sur cette base qu'était présent Marvel. C'est là qu'il espionnait pour le compte des Kree. Et finalement, il est resté là avec un alter ego humain. Il prend l'apparence humaine et il a un nom humain, le nom du docteur Walter Lawson. Et elle se rend compte que des fois, ce docteur Lawson semble faire des choses un petit peu bizarres. Et elle aimerait bien essayer de le démasquer. Et alors, en gros, c'est un peu du chat et de la souris pendant des années, pendant 9 ans.
précisément. Et on nous apprend au bout de 9 ans qu'elle est kidnappée par le rival éternel de Captain Marvel, le fameux Ian Rogue, son ancien supérieur hiérarchique, qui voulait utiliser donc Carol Danvers comme appât pour attirer Marvel et le piéger avec une arme. Alors une arme nommée le Psychomagnétron. Oui, je sais, c'est un peu un nom à coucher dehors, mais finalement c'est pas très choquant dans les années 70. Faut pas être surpris. C'est assez classique des noms un petit peu bizarres comme ça, où on en fait des caisses, parce qu'on sait pas très bien quoi mettre derrière. Est-ce que c'est quelque chose qui joue sur la psyché? Est-ce que c'est quelque chose qui joue sur le magnétisme? Ça mélange tout. Bon, est-ce que c'est un robot? Enfin bon, bref, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est une arme. Et finalement, ce psychomagnétron explose et transforme l'ADN de Carol en le mélangeant avec l'ADN Kree de Marvel. Donc en fait, c'est un sacrément beau bordel au départ, la création de ce personnage et la manière dont elle acquiert ses pouvoirs. Et du coup, comme elle a des éléments d'ADN qui lui viennent des Kree, elle a un peu les mêmes pouvoirs que son alter ego masculin. Dans la foulée, vous avez un autre scénariste et dessinateur du nom de Jerry Conway qui crée en fait la première série Miss Marvel avec sa femme Carla. Sa femme l'aide en fait à l'écriture. L'objectif de Jerry Conway en recevant l'aide de sa femme, c'est d'essayer de faire quelque chose d'un peu moins cliché parce que voilà, on est en 1977 au moment où il réalise en fait cela et donc l'idée c'est d'essayer en 1977 d'avoir une femme qui ne soit pas trop cliché et il y a une véritable volonté de la part de Marvel. Là je parle cette fois-ci de entreprise. Donc il y a une volonté de la firme Marvel d'élargir à ce moment-là la gamme de ces personnages féminins, notamment en transformant certains personnages secondaires en super-héroïnes ou bien en prenant des sortes de versions féminines de leurs super-héros masculins. Première en date parmi ces personnages-là, en 77, c'est Jessica Drew, alias la première Spider-Woman. Donc l'idée, vous voyez, c'est de faire une sorte d'équivalent à Spider-Man, même si elle n'obtient pas ses pouvoirs de la même manière. Voilà, c'est une sorte de réponse, et donc de la même manière, Miss Marvel est une sorte de réponse à Captain Marvel, afin d'élargir la gamme de personnages féminins. C'est pas un hasard en fait s'il s'agit de faire une version féminine de Captain Marvel parce que, encore une fois, on capitalise sur le nom de l'entreprise. Donc pour son costume, elle reprend les couleurs rouge et noir, on reprend l'étoile, donc c'est vraiment un costume très similaire. Premier épisode, on découvre qu'elle a abandonné l'armée pour devenir journaliste dans un magazine féminin qui s'appelle Woman Magazine. Elle est embauchée par J. Jonah Jameson. Là, il fait un lien avec l'univers de Spider-Man. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on pourrait penser que le fait qu'elle ait abandonné l'armée pour devenir journaliste dans un magazine féminin, donc on se dirait magazine de mode, etc., où là, c'est très cliché, on a un personnage qui n'est pas du tout un personnage de femme forte, etc. Non, en fait, c'est exactement le contraire. Et dès ce premier épisode, on nous l'indique clairement, quand elle est au journal, on se rend compte tout de suite qu'elle a à peu près le meilleur CV de tout le magazine. Elle a son expérience passée en tant que major de l'Air Force, elle a été chef de la sécurité à Canaveral, ça on le savait déjà, mais il s'avère qu'on apprend dans cet épisode-là qu'elle est experte en close combat, en usage des armes à feu, qu'elle conserve toujours son diplôme de pilote, qu'elle peut d'ailleurs exercer en tant que pilote de ligne, et qu'elle parle couramment 3 langues. Bon, autant vous dire qu'on est sur un personnage qui est quand même malgré tout hyper badass et qui éclate largement ses collègues masculins dans le magazine. Du coup, lorsque MJ explique dans sa vidéo qu'elle a connu quelques difficultés, quelques heurts sur les premières années où elle a été super-héroïne, qu'elle était mésestimée et que le nom de Miss Marvel ne lui rendait pas hommage, c'était quand même un petit peu biaisé. Le fait que Conway reçoive l'aide de sa femme pour gagner en véracité, en authenticité d'écriture, prouve que justement, elle n'a pas été mésestimée par ceux qui l'ont écrite. Quant au nom, en fait, comme je le disais, il s'agit plutôt d'une politique éditoriale pour coller à une série déjà existante, pour pouvoir vendre plus facilement des ouvrages sur un nouveau personnage qui est un personnage féminin. Donc en réalité, on peut avoir l'impression que c'est un second couteau par rapport à Captain Marvel, de la même manière que Spider-Woman est un second couteau par rapport à Spider-Man, mais par rapport à la logique de l'époque, on avait très peu de personnages féminins qui avaient leur propre série, à l'exception de Wonder Woman chez DC Comics, il y en avait extrêmement peu. Et donc pour pouvoir vendre, c'est mieux de capitaliser sur des noms déjà connus, déjà existants. Et donc, il ne s'agissait pas du tout de la mettre de côté ou d'en faire un faire-valoir du Marvel Kree, bien au contraire. Cependant, c'est vrai que les premiers numéros sont effectivement soumis à des remous, mais ce sont plutôt des remous éditoriaux. C'est-à-dire que Jerry Conway, après 2 numéros, abandonne en fait la série parce qu'il a signé un contrat plus intéressant chez la distinguée concurrence DC
Et donc à partir de l'épisode 3, il faut lui trouver un remplaçant, et ce remplaçant, c'est Chris Claremont qui reprend la série donc en tant que scénariste. Et très rapidement, il est rejoint par le dessinateur Dave Cockrum dès 1979. Alors ce qui est intéressant, pourquoi je vous parle de Chris Claremont et de Dave Cockrum, c'est parce qu'en fait, quelques années avant, en 75, c'est le binôme qui avait relancé les X-Men. Les X-Men avaient disparu, corps et biens, et eux ont relancé la série. C'est un carton, c'est même la série qui marche le mieux fin des années 70 et années 80 chez Marvel, et c'est grâce à Claremont et Cockrum. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup en 79, Claremont est toujours en parallèle scénariste des X-Men et donc de Miss Marvel. Et du coup, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il introduit beaucoup de concepts des X-Men, ou qu'il prévoit pour la série X-Men, il les introduit d'abord chez Miss Marvel. Et donc ça oblige certains lecteurs qui suivent les X-Men à venir lire du Miss Marvel pour découvrir ce qui s'est passé un petit peu avant, puisque on voit que ces personnages évoquent le fait qu'on les a croisés déjà précédemment. Notamment, il y a un groupe de personnages qui sont les mauvais mutants avec Sabretooth, Dent de Sabre, ou Rogue, alias Malicia en français, qui était prévu pour les épisodes 24 et 25, sauf que au final, la série, l'entreprise décide de l'arrêter au numéro 23. Les épisodes 24 et 27 sont annulés et ne sortent finalement jamais, alors qu'ils étaient quasiment terminés. Du coup, l'histoire qui devait apparaître dedans est finalement reprise dans les X-Men, où on découvre que Rogue a utilisé son pouvoir pour absorber les souvenirs, la psyché et les pouvoirs de Carol Danvers, la laissant dans un état catatonique. C'est en fait un moment de bascule pour le personnage de Rogue, qui devient à partir de ce moment-là un membre des X-Men grâce à ça, alors qu'elle faisait partie des mauvais mutants auparavant. Mais c'est pareil aussi pour Carol, dont le corps est récupéré et soigné par un groupe d'extraterrestres appelés les Starjammers, personnages récurrents de la série X-Men. Elle reste alors pour plusieurs années dans l'espace avec eux, mais avec des nouveaux pouvoirs et sous le nom de Binaire, un nom que j'évoquais déjà un peu plus tôt. Alors ici, on va commencer à arriver sur les points un petit peu de discorde, parce que je voudrais ici attirer votre attention sur un procédé avec lequel je ne suis pas d'accord dans la vidéo de MJ. Il insiste sur le fait que Carol est restée en retrait trop longtemps, présentée au mieux comme une faible femme, notamment dans un arc des Avengers, quand elle faisait partie de ce groupe, avec le vilain Immortus qui manipule le temps et en profite pour la violer, sans que personne n'en ait conscience. Alors en plus, c'est un peu compliqué, comme c'est quelqu'un qui manipule le temps, il y a une histoire qui pourrait s'apparenter un petit peu à de l'inceste. Clairement, c'est juste, on peut s'interroger sur les choix scénaristiques ici, qu'est-ce qui est passé par la tête du créateur, là il n'y a pas de problème, c'est vraiment très bizarre, mais pour autant le problème c'est que ce n'est pas représentatif du tout. Conway en a fait une femme forte, Claremont l'a confirmé dans ses scénarios. Cockrum a même fait un pied de nez au personnage de Shazam chez DC en changeant en fait le costume. Elle s'est éloignée du costume du Captain Marvel Kree et a pris une sorte de version noire et sans cape du personnage de Shazam avec un éclair, mais dans le sens inverse de celui qu'il y avait donc chez DC. Et vraiment là il y a une recherche de la démarquer du personnage de Marvel, y compris visuellement. Du coup, lorsque la série s'est arrêtée, Claremont a fait en sorte d'y trouver une justification scénaristique avec le personnage de Rogue qui a absorbé ses pouvoirs et son identité, et de montrer que son esprit était tellement fort qu'elle avait réussi à influer malgré tout la mauvaise mutante pour la ramener dans le droit chemin. Il a même fait en sorte de lui trouver un point de chute avec les Starjammers et de la faire revenir régulièrement dans la série X-Men. On a donc eu des choix éditoriaux certes contestables, mais qui n'ont pas empêché la plupart des créatifs d'utiliser et de valoriser le personnage. Donc dire qu'elle n'est devenue Captain Marvel que tardivement sous la pression des fans, c'est faux. Ce sont avant tout les artistes eux-mêmes qui lui ont permis de revenir. Si on ne lui a pas attribué plus tôt le nom de Captain Marvel, c'est lié non pas à de la misogynie chez les éditeurs, mais à des situations inopportunes. Quand on fait le total des incarnations du Captain Marvel, on se rend compte qu'il y a 3 hommes avec ce nom-là, donc Marvel, son fils Janice Vel et Novar. Et on a autant de femmes, Monica Rambeau, Phil Havel et Carol Danvers. Monica a été la première d'ailleurs à reprendre le nom après la mort du Kree, car justement la maison d'édition voulait une femme pour incarner son titre éponyme. Or, non seulement Monica est une femme, mais en plus elle est de couleur noire, ce qui montre que les éditeurs, même s'ils faisaient parfois des choix surprenants comme avec la saga d'Immortus, étaient quand même plutôt dans la veine de Stan Lee. MJ avait tout à fait raison sur ce point-là. C'est confirmé d'ailleurs par le personnage, par la suite de Phil Havel, qui elle, non seulement est une femme, mais en plus est lesbienne. Donc il y a une ouverture de manière générale sur les minorités qui est valorisée à travers le nom de Captain Marvel. Il y a la volonté de ne pas fermer
ce personnage-là qui est censé quand même être un porte-étendard de l'entreprise. Malgré tout, on a ce moment dans la vidéo de MJ où il interroge la position des femmes quand celles-ci ont des interactions avec des héros masculins, en particulier quand les personnages sont en groupe, comme avec les Avengers. Or, si on regarde bien, c'est pas tout à fait vrai là non plus, parce que Monica Rambeau, a été leader des Avengers dans les années 80. Et ça a été la même chose pour Carol dans les années 2000, quand elle a été à la tête des Mighty Avengers, qui était une série secondaire des Avengers, certes, mais malgré tout. Pendant la période des Dark Avengers, qui était un groupe constitué de vilains qui se faisaient passer pour des héros, il y avait en fait des copies de tous les grands héros, mais incarnés par des vilains. Donc par exemple, Venom prenait la place de Spider-Man, Norman Osborn avait pris l'identité de Iron Patriot, c'est-à-dire un mélange entre Iron Man et Captain America, Bullseye, l'ennemi de Daredevil, remplaçait Hawkeye, et donc Nova, l'extraterrestre, qui était un peu toujours à la limite de la légalité, prenait le rôle de Captain Marvel. Il y avait une seule femme dans ce groupe-là, du nom de Opal, donc une vilaine, et elle prend le costume et le nom de Miss Marvel, alors qu'elle aurait pu prendre n'importe quel autre personnage féminin. Ce qui est la preuve de l'importance qu'a toujours eu ce personnage-là, y compris au sein d'un groupe, et notamment au sein des Avengers. En réalité, si Monica a été choisie comme la première à succéder au Captain Marvel Kree, c'est parce que Carol était à ce moment-là dans l'espace avec les Starjammers. Quand Novar, lui, a été choisi, c'est parce qu'il fallait un personnage justement flirtant avec le côté obscur pour aller avec les Dark Avengers. C'était donc systématiquement contextuel. C'était pas parce qu'il y avait un plan pour faire tarder l'arrivée du personnage de Carol Danvers. Restent finalement deux cas particuliers qui sont Janice et Phyla, qui ont été choisis car ils étaient présentés comme les enfants de Marvel. Or, les fans demandaient le retour de ce personnage depuis qu'il était décédé du cancer. Ils demandaient son retour à corps et à cri. En fait, c'était sa rareté qui le rendait attractif. Et chaque épisode d'une autre série, par exemple, il y avait la série Silver Surfer dans les années 90, à chaque fois qu'on voyait revenir ce personnage-là, soit parce que c'était un souvenir qu'avaient les héros de lui, ou parce qu'il y a notamment un épisode où Silver Surfer va dans l'au-delà et il recroise donc le Captain Marvel d'origine, à chaque fois, ça avait comme conséquence des gros pics de vente parce que les fans étaient très attachés à ce personnage. Comme je dis, il avait été sacralisé par son décès. Or, la firme ne voulait pas le ramener, mais en même temps voulait surfer sur son nom. Donc ses enfants ont été des sortes de palliatifs, et du coup, Carol, elle, ne pouvait pas répondre à ce désir des fans de revoir le Marvel d'origine ou de voir un membre de sa famille incarner ce rôle-titre. C'est donc une mauvaise interprétation ici de la part de MJ lorsqu'il dit que ce sont les fans qui ont voulu la voir prendre ce rôle. C'est vrai, mais ça n'a pas été tout de suite. Il a fallu du temps avant que les fans demandent la venue de Carol Danvers dans ce rôle de Captain Marvel. Et surtout, dernier point, il n'y a pas forcément d'unité chez les amateurs de comics. Certains pouvaient le désirer très tôt, mais pas tous. Et pendant longtemps, c'était pas forcément le cas de la majorité. C'est pas un hasard si elle ne devient Captain Marvel qu'en 2012. C'est parce qu'en fait, le premier du nom avait disparu depuis suffisamment longtemps pour qu'il commence à être un petit peu plus oublié, que ceux qui avaient grandi avec lui commencent à devenir un petit peu âgés et donc soient moins des acheteurs de comics. Et du coup, comme on commençait à l'oublier, ça évitait ainsi les comparaisons systématiques avec Carol. Donc penser que les geeks, puisque c'est l'expression qu'il emploie, voulaient tous la même chose et depuis toujours, ou en tout cas presque toujours, ne correspond pas à la réalité. On ne peut pas prendre des milliers de parcours et d'expériences différentes de chacun des lecteurs comme un seul et même groupe unifié, notamment politiquement. C'est pas une classe au sens marxiste du terme, c'est-à-dire un groupe qui a conscience d'avoir des intérêts communs. Ici, on a en fait affaire à une multitude de visions différentes. Alors justement, petit aparté là-dessus, si pour l'essentiel, comme je vous disais, je suis d'accord avec MJ, même si je considère qu'il y a des manques, c'est pas quand même tout à fait le cas pour absolument tout. Il y a même un gros point de désaccord que j'ai avec lui, tant sur la forme que sur le fond. C'est justement le moment où il parle des geeks, puisqu'il emploie cette expression plusieurs fois dans la vidéo. Si vous avez vu ou écouté les deux podcasts sur Spider-Man, je vous conseille de le faire parce qu'on a donné à cette occasion-là une définition étymologique du mot geek. En tout cas, une chose est sûre, malgré un sens étymologique qu'on peut donner, il n'y a pas de généralité à tirer sur les personnes qu'on peut qualifier par ce terme-là.
De plus, il y a une distinction entre ce qu'écrivent les auteurs, leurs messages, et la réception des lecteurs. Certes, Stan Lee et Marvel, en général, étaient plutôt ouverts sur les questions sociales, sur les questions progressistes, mais c'était pas forcément le cas de tous les éditeurs. DC Comics, par exemple, pendant longtemps, avait une image beaucoup plus traditionnelle. Et alors là, c'est même sans parler d'un autre concurrent, le fameux Archie Comics, celui qui est à l'origine de l'univers qui a inspiré la série Riverdale. En fait, il s'agissait d'une image d'Épinal des États-Unis et de leur modèle idéologique pendant la guerre froide, avec le fameux American Way of Life, dans lequel cet American Way of Life paraissait parfait. On allait manger les burgers chez Pops. Il y avait une vision sociale très hiérarchisée, notamment qui transparaissait dans la vie du lycée. Chaque catégorie avait un rôle, comme par exemple les sportifs, qu'on appelait les jocks, ou les marginaux intello, les nerds. Le personnage de Jughead, s'il paraît un petit peu badass dans la série récente de Netflix, en réalité, son nom peut être traduit par doudingue. Et ça illustrait bien ce côté nerd que pouvait avoir le personnage qui était justement laissé un petit peu à l'écart par les autres. Donc ici, dans ce type de comics-là, il n'est pas question de présenter une vision progressiste. Les femmes, en l'occurrence, on a deux principales chez Archie Comics, Veronica et Betty. Elles sont juste là en tant que faire-valoir du héros qui est Archie. Et même, elles s'affrontent régulièrement pour lui plaire. On est systématiquement dans un triangle amoureux. Il n'y a pas de minorité dans les comics de l'entreprise Archie avant 2010. Le premier personnage de minorité qui est introduit est Kevin Keller, qui est homosexuel. Donc du coup, on ne peut pas vraiment généraliser sur ce qui s'est passé avec Marvel. Ça dépend vraiment des auteurs, ça dépend vraiment des éditeurs. On ne peut pas dire que systématiquement les comic books et les lecteurs étaient forcément des progressistes. Pourtant, on ne peut pas vraiment refuser le droit aux lecteurs des ouvrages Archie Comics de s'appeler eux-mêmes geeks s'ils le souhaitent, parce qu'en fait ce sont bien des amateurs de culture populaire. Le style graphique de Archie Comics est notamment un de ceux qui a le plus inspiré Roy Lichtenstein dans le cadre du pop art. Donc on a bien ici affaire à de la culture populaire. Et donc on peut dire qu'il s'agit bien de geek. C'est en fait un problème que l'on avait soulevé dans le podcast de Professeur Dramac consacré à Fermella. C'était le choix des termes par Michael J. et son usage. En gros, on va dire les harceleurs sur les réseaux sociaux, obsédés par leurs œuvres, les qualifient de fanboy, mais ils gardent le terme de geek uniquement pour des cas positifs ou qu'ils jugent comme tels. Or, dans tous les cas, c'est bien de la culture populaire. On peut la qualifier ainsi par la forme qu'elle prend, le public auquel elle s'adresse, l'origine des auteurs, je veux dire Stan Lee qui vivait avec des parents au chômage pendant les années 30 dans le Bronx, ou Jerry Siegel et Joe Shuster qui étaient des enfants d'immigrés d'Europe de l'Est, étaient bien d'origine populaire. Donc tout cela fait qu'on peut parler de culture populaire objectivement, mais qu'employer des termes comme fanboy, littéralement donc petit garçon fanatique, uniquement quand c'est négatif, ou geek uniquement quand c'est positif, ça relève de la morale, c'est très moralisateur. Et ça génère un autre problème, finalement une sorte de relecture biaisé, alors je vais pas dire de la réalité, mais de ce qui est observable. On peut peut-être s'en plaindre, mais tous les lecteurs de comics ne sont pas progressistes. Ils ne sont pas forcément tous de gauche. Pour autant, on ne peut pas leur dénier leur goût envers la culture populaire. Donc croire que tous les geeks étaient et sont toujours de gauche, que ce sont de vrais geeks, sous-entend que les autres sont des faux, et donc c'est manichéen, c'est clivant, et surtout c'est excluant. Pire, dans la vidéo sur Captain Marvel, ça tourne même à la théorie du complot, prétextant que l'extrême droite noyote volontairement les réseaux sociaux en se faisant passer pour des geeks pour essayer d'attirer des gens de leur côté, du côté de leur opinion et de leurs idées. C'est possible, mais encore faut-il le prouver. Sinon, ça reste simplement du complotisme. Et c'est pas parce que ça concerne peut-être certains, que c'est peut-être vrai pour certains, que ce sera forcément pour tous. Et surtout, c'est pas parce que on a une vision progressiste que le complotisme est plus acceptable. Il y a un problème d'argumentation, mais aussi de raccourci. Cette vidéo joue à la fin là-dessus avec une touche humoristique quand deux personnages qui se font passer pour des Tortues Ninja geeks s'avèrent en fait être des Skrulls. On aurait pu se dire que du coup c'est pas bien grave qu'ils jouaient sur ce côté complotiste. Sauf que cette vidéo, elle a été enrichie par
un tweet de Michael J dans lequel il reprend exactement la même idée et donc ça semble en fait être une véritable conviction. En tout cas, il en fait part sur les réseaux sociaux. Et dans le même temps, MJ a eu des soucis avec un autre youtubeur qui s'appelle Analgénocide et sa communauté. Alors ce dernier se présente souvent comme royaliste, donc c'est pas vraiment le même genre d'opinion politique. Compte tenu des soucis fréquents entre les deux et des attaques d'Analgénocide à l'encontre de Michael J, ce dernier a fini par choisir de le bannir de son Twitter, sauf qu'en fait, il a banni dans le même temps tous ceux qui le suivaient. Et c'est le cas par exemple pour cette chaîne du professeur Majax. Or le professeur Majax est professeur de philosophie. De nombreuses fois, dans sa chaîne, ainsi que sur ses réseaux sociaux, Analgénocide a cité des philosophes. Et donc, le professeur Majax suivait Analgénocide, pas parce qu'il était forcément d'accord avec ses opinions politiques, mais parce que du coup, il y avait un véritable intérêt pédagogique de voir comment on utilisait des théories philosophiques, leur compréhension, etc., comment on les présentait. À travers cet exemple, on voit ici que MJ n'a pas cherché à comprendre, il a seulement fait une simplification par association. Si on suit Analgénocide, c'est qu'on partage forcément ses idées, et donc on le bannit. Or, pas forcément. Le cas du professeur Majax l'illustre. Donc en fait, c'est le même principe avec la simplification par rapport à la culture populaire ou par rapport au geek. Or, ce type de simplification, il faut s'en prémunir, ce n'est pas de l'argumentation. J'en vois certains éventuellement venir. On pourra se poser ici la question du lien entre cette rapide démonstration, cet aparté, et Captain Marvel. C'est un point qui est important pour comprendre pourquoi, comme je le disais en introduction, MJ ne va pas jusqu'au bout de l'analyse. Il a calqué sur le cas de ce personnage certaines idées préconçues, certaines qui étaient justes, mais d'autres qui n'étaient pas démontrées. Il a calqué ces idées préconçues sur notamment ce qu'est pour lui être un geek d'un point de vue politique. Le problème, c'est que en pensant qu'il ne peut pas exister de geek de droite, il passe à côté d'un élément de compréhension sur l'évolution récente du personnage, en particulier dans son incarnation par Carol Danvers, à savoir la militarisation de ce personnage, mais aussi la militarisation de la société. Et c'est là qu'on revient à notre thématique de départ. Certains voient Carol Danvers comme une icône féministe de la firme Marvel. On peut l'envisager ainsi, certes, mais, et ça, pour le coup, MJ le dit bien, elle ne l'est finalement pas plus que d'autres personnages. Et dans les comics, c'est encore plus évident, puisque avant elle, Monica Rambeau ou Phil Havel étaient au moins autant des icônes féministes. Or, elles n'ont pas forcément été jugées comme ça. Mais en plus de ça, ces dernières années, s'est opéré un virage à un moment pour donner une vision beaucoup plus pro-militaire. Alors que pendant longtemps, c'est ce qu'on a dit au départ, le premier personnage à porter le nom de Captain Marvel représentait exactement le contraire. Alors cela commence suite à un crossover, le crossover Civil War, qui a été publié en 2006 et 2007 par l'entreprise Marvel. Carol Danvers, qui était à ce moment-là membre des Avengers sous le nom de Warbird, reprend son identité d'origine, à savoir Miss Marvel, et se range dans le camp de Tony Stark, alias Iron Man, qui est pour un contrôle de l'activité super-héroïque. Tony est missionné par le président des États-Unis, qui est le commandant en chef des armées. Il s'agit de faire appliquer des règles aux super-héros. Carol, ici, prend donc un tournant légaliste et même légitimiste, puisque Tony est légitimé par la hiérarchie. D'ailleurs, Stark la nomme chef de groupe des Mighty Avengers, c'est-à-dire le groupe officiel qu'il constitue, et qui s'oppose à un autre groupe des Avengers, les New Avengers, qui lui est un groupe clandestin dans le camp opposé. Si elle est choisie pour diriger, c'est justement du fait de son expérience militaire. Si on recontextualise par rapport à ce crossover, il y a une logique. Lorsque commence la publication, les États-Unis se sont lancés depuis 3 ans dans l'opération Liberté Irak, avec pour but le renversement du gouvernement de Saddam Hussein, qu'il soupçonnait de détenir des armes de destruction massive, notamment les usines de production de gaz. Les États-Unis interviennent, mais sans l'approbation de l'ONU, car ils ont une crainte du terrorisme depuis le 11 septembre 2001 et la moindre suspicion d'armes provoque une intervention. De plus, il y a des enjeux économiques avec l'acquisition de puits de pétrole. Aux États-Unis, il y a une scission entre les citoyens qui sont pour cette intervention et ceux qui sont contre, et au-delà, ceux qui mettent en avant comme valeur principale la sécurité du pays, c'est le premier camp, et ceux qui préfèrent au contraire défendre les libertés individuelles, notamment celles des populations irakiennes, mais aussi celles des prisonniers enfermés à la même époque à Guantanamo. Cette division des conceptions dans la population américaine, elle se traduit dans Civil War par l'opposition entre Tony Stark pour le camp de la sécurité et Steve Rogers alias Captain America pour le camp de la liberté. Et Carol Danvers se retrouve donc symboliquement dans le camp pro-sécuritaire, pro-intervention en Irak et donc pro-militaire.
Quelques années après, son costume évolue alors qu'elle commence sa propre série sous le nom de Captain Marvel. Elle retrouve les couleurs classiques, rouge et noir, qui rapidement deviennent rouge et bleu, ce qui fait d'elle, cette fois-ci pour le coup, un véritable porte-étendard. Mais surtout, elle récupère le casque corinthien qui avait été abandonné depuis les tout premiers épisodes de la série par Marvel, donc le Kree. Et là, évidemment, le casque corinthien a une symbolique nettement plus militaire également. En 2016, pour fêter les 10 ans du crossover Civil War, un Civil War 2 en comics est mis en chantier. Cette fois, les deux camps sont incarnés par Iron Man et Carol Danvers, alias Captain Marvel, autour d'un personnage, Ulysse, qui peut voir l'avenir, pense-t-on, à ce moment-là. Carol est dans le camp de ceux qu'on peut qualifier de proactifs, c'est-à-dire ceux qui interviennent et arrêtent, voire même exécutent un ennemi qui sortirait des clous, ou en tout cas dont on aurait la suspicion qu'il sortirait des clous. Iron Man, lui, dirige ceux qui préfèrent attendre que les crimes n'arrivent d'abord avant d'être jugés. On se retrouve ainsi, par exemple, avec une vision qu'a eu ce fameux Ulysse, montrant Hulk devenir fou et décimer les Avengers. Le groupe de Carol veut arrêter Bruce Banner, c'est-à-dire l'alter ego de Hulk, avant que cela ne se produise, alors que Tony Stark pense qu'il reste quand même une possibilité pour que cela n'arrive pas en termes de probabilité. Les deux équipes s'affrontent et Hawkeye finit par tuer Bruce d'une flèche en pleine tête. Hawkeye passe en procès pour exécution sommaire, mais il est finalement acquitté. On n'est donc plus ici dans une vision progressiste de la société et de la justice, mais plutôt dans une approche expéditive de cette dernière, avec même une apologie des armes, en l'occurrence ici la flèche de Hawkeye, et même une apologie finalement de la peine de mort avec l'exécution de Bruce Banner. Alors attention, gros spoiler sur la fin du crossover, si vous avez envie de le lire, je vous laisse quelques secondes pour quitter cette vidéo. Par contre, dès que je vais reprendre, vous aurez le spoil. Donc, dans un affrontement final, et non, je tiens à préciser que je ne parle pas du film X-Men de Brett Ratner, Captain Marvel tue Iron Man, ce qui lui permet d'obtenir quelque temps après les pleins pouvoirs du président des États-Unis pour diriger et contrôler les super-héros, donc revenir à une approche martiale des super-héros. Et c'est là qu'on comprend que les comics sont systématiquement ancrés dans leur temps, mais qu'ils peuvent aussi devenir un moyen de manipulation politique. On peut carrément parler d'objets de propagande. En histoire, la propagande est un concept qui désigne l'ensemble des techniques de persuasion mises en œuvre pour propager une idéologie, d'où la racine du terme, propager propagande. Le but est alors de pousser la population, ou au moins un public ciblé, à adhérer à une idée, à une opinion, une doctrine, et à les pousser à adopter certains comportements en lien avec cette fameuse doctrine. Finalement, de quoi s'agit-il ? Il nous faut avant tout rappeler le contexte politique aux États-Unis. Au mois de novembre 2016 ont eu lieu les élections présidentielles, voyant s'opposer deux candidats principaux, Hillary Clinton pour les démocrates et Donald Trump pour les républicains. Lorsque le crossover débute au mois de juin, on est alors en pleine campagne électorale. Les deux candidats ont des positions très tranchées sur beaucoup de questions, que ce soit dans la politique intérieure ou internationale. Symboliquement, ce sont des positions que l'on retrouve dans Civil War 2, Iron Man qui veut une justice plus restaurative, ou si vous préférez une justice plus réparatrice et proche en ce sens de Clinton. De plus, le fait de ne pas intervenir immédiatement pour empêcher un crime avant qu'il ne soit commis, mais préférer d'abord dialoguer avec le potentiel responsable. En fait, ça c'est pas sans rappeler la géopolitique menée pendant les années Obama, qu'on appelait le multilatéralisme, c'est-à-dire des échanges avec différents États concernés, au lieu d'intervenir tout seul, comme ce fut le cas en Irak. Et là, quand on intervient tout seul, c'est ce qu'on appelle l'unilatéralisme. Or, pendant la présidence Obama, Hillary Clinton était ministre des Affaires étrangères et a donc porté cette vision multilatérale de Barack Obama. À l'opposé, l'unilatéralisme est celui de Donald Trump, comme il l'a prouvé par exemple en choisissant tout seul de reconnaître quelques mois plus tard Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël, allant ainsi à l'encontre des décisions de l'ONU. Cet unilatéralisme est incarné dans les comics par Carol Danvers, justement. On peut même pousser au-delà avec la défense de la peine de mort ou de l'usage des armes à feu, en faveur desquelles Donald Trump s'était exprimé pendant la campagne. Mais surtout, quand on intervient contre quelqu'un qui n'a pas encore commis un crime, parce qu'il pourrait potentiellement le faire, et qu'on lui fait payer la note de cette faute alors qu'il n'en a pas la responsabilité, ça vous rappellerait pas quelque chose par hasard ? En fait, c'est exactement les arguments utilisés par Trump sur la question des frontières avec le Mexique et la volonté de faire construire un mur de séparation avec les États-Unis que ces derniers feraient payer aux Mexicains.
Civil War 2 est donc la retranscription super-héroïque de la campagne présidentielle américaine de 2016. Il s'agit bien de propagande car on emmène les idées des candidats à faire leur chemin chez les enfants et les adolescents qui sont les principales cibles, mais aussi chez les lecteurs plus âgés et ceci par des moyens en fait détournés. En soi, ce serait pas vraiment dramatique s'il y avait une équivalence entre les deux candidats puisqu'il y a les deux camps qui sont présentés dans Civil War, mais si on essaie de gratter un peu, on se rend compte qu'en fait ce ne fut pas le cas. En effet, à la fin, c'est Captain Marvel, donc Trump, qui l'emporte, ici par KO, même par mort de l'adversaire. Pire, le président qui à l'époque est Obama, et on le reconnaît dans le comics, même s'il reste en retrait dans l'obscurité, distingue que c'est Obama. Ce président Obama donc donne les pleins pouvoirs à Carol, et donc en fait, ça veut dire que symboliquement, il y a la reconnaissance de la victoire de Trump par Obama. Or, ce dernier épisode est sorti le même mois que la prise de fonction de Donald Trump à la présidence, son investiture. On pourra rétorquer que j'ai peut-être ici un point de vue un peu biaisé et noirci, que j'essaie de voir le mal là où il n'est pas, que j'exagère à voir du pro-Trump. Sauf qu'en fait, celui qui était à l'époque, et qui est toujours d'ailleurs le président de la firme Marvel, c'est-à-dire Ike Perlmutter, on en a parlé dans le précédent podcast, est un des plus gros soutiens de Donald Trump, notamment soutien financier. Et dès 2016, il avait largement soutenu la campagne, il ne s'en était pas caché, il l'avait dit publiquement. Autant dire qu'ici, le progressisme de Marvel a pris un petit peu de plomb dans l'aile. Ce qui renforce encore une fois cette impression de propagande, c'est le côté en fait masqué de la chose. Marvel a bien fait attention à inverser les genres des héros par rapport aux candidats pour brouiller les pistes. C'est Tony, l'homme, qui incarne les idées d'Hilary, la femme, alors que Carol, qui dans sa propre série était écrite par une femme qui défendait les mois précédents la venue d'une autre femme à la Maison Blanche, s'avère finalement dans Civil War 2 être la représentante pro-Trump. Dans ce cas-là, il ne faut pas être surpris que 2 ans plus tard, l'armée ait largement financé le film Captain Marvel avec pour héroïne Carol Danvers, car depuis quelques années, malgré les efforts des scénaristes qui se succèdent sur sa série pour essayer de limiter cela, elle est en train de devenir, mine de rien, une sorte de porte-étendard de l'interventionnisme américain et de la militarisation de la société. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'était le premier Captain Marvel, c'est-à-dire le cri à l'origine. Il me semblait quand même important de remettre les choses dans le contexte, de regarder un petit peu l'évolution, notamment récente, et de constater, parce que ça peut paraître un peu dérangeant. C'est d'autant plus important d'insister là-dessus que je pense encore qu'une partie des idées de MJ est juste, mais qu'au final, en se voilant aussi la face sur un certain nombre de choses, son argumentation reste non seulement trop restrictive, mais en fait, il finit même carrément par jouer presque contre son camp. Désolé pour cette conclusion qui, un peu comme l'introduction, a été quelque peu abrupte, mais ce podcast est déjà sans doute suffisamment long, on va pas le faire durer encore plus. Malgré tout, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura permis d'enrichir votre réflexion et qui vous donnera envie d'écouter les autres à l'avenir. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout si vous en avez trouvé le courage et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode qui reprendra cette fois-ci un ordre normal qui ne sera pas un hors-série. Le prochain épisode de Science surhumaine.